Bonsoir, je suis Emmanuel Bugeaud, je suis obstétricien gynécologue ici au CHUL et chercheur au centre de recherche. Pendant ma présentation, je vais focuser sur la prédiction et la prévention des grands syndromes obstétricaux, en fait, dont la prééclampsie est un des principaux contributeurs. Le rôle de l'aspirine dans la grossesse, sur laquelle mon équipe et moi ont beaucoup travaillé au cours des dernières années, et sur l'inversion potentielle de la pyramide des soins obstétricaux qu'on pourrait éventuellement intégrer dans notre pratique. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. En Amérique du Nord, les naissances prématurées constituent la principale cause de décès néonatal. Et c'est à peu près la même chose à peu près partout dans le monde. Malgré tous les efforts qu'on a faits, l'argent qui a été investi au cours des 40 dernières années, il n'y a pas eu de diminution des naissances prématurées. En fait, il y a eu une augmentation, un peu secondaire aux différents types de procréation assistée, mais indépendamment de tout ça, on n'a pas observé aucune diminution, sauf peut-être récemment, dans les dernières années, avec l'introduction de la progestérone. Alors, énormément de recherches, énormément de fonds, peu d'effets. Les causes de grande prématurité se regroupent sous le terme des grands syndromes obstétricaux. Le travail prématuré, en fait, les accouchements prématurés spontanés ou la rupture des membranes constitue le 2/3 des accouchements prématurés. La prééclampsie, dont je vais plus focuser aujourd'hui, et la restriction de croissance et la mort du fœtus dans l'utérus sont les autres causes qui représentent à peu près le tiers des naissances prématurées. Pour ce qui est de la prééclampsie, les dernières données de l'OMS suggèrent qu'à peu près 300 000 femmes décèdent chaque année de cette maladie-là, principalement, évidemment, dans les pays en voie de développement. On est chanceux au Canada, dans les pays développés, souvent on est capable on voit la maladie arriver, on procède à l'accouchement, et ça permet de retirer les symptômes et on s'en tire souvent sans conséquences trop graves. Pourquoi il n'y a aucune amélioration? Pourquoi nos accouchements prématurés continuent d'augmenter? En fait, mon hypothèse, l'hypothèse de plusieurs chercheurs dans le domaine, c'est que les interventions sont introduites à un stade vraiment trop tardif dans l'évolution des maladies. Si on prend un par un les traitements qu'on offre actuellement aux femmes qui se présentent avec les différents syndromes. Le travail prématuré, c'est des contractions utérines qui arrivent avant d'être rendu à 37 semaines, avant le terme de la grossesse. Ce qu'on offre comme traitement actuellement, la tocolyse. Je vous parlais de la progestérone, je n'en parlerai pas aujourd'hui. On a une pointe d'iceberg vers un traitement un peu plus préventif, mais jusqu'à tout récemment, ce qu'on offrait aux patientes, c'est d'arrêter les contractions. On traitait le symptôme. On sait que la rupture prématurée des membranes est souvent associée à des infections de la cavité amniotique. Et on sait qu'une des conséquences graves de la rupture prématurée des membranes, c'est si l'infection devient systémique, atteint la mère et le fœtus de façon généralisée. Et là, on sait qu'on a des risques importants pour le bébé. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Des antibiotiques en espérant prévenir les conséquences une fois que le syndrome est déjà présent. Pour la prééclampsie, c'est une combinaison. C'est un syndrome qui se définit par la présence de deux signes symptômes. La présence de protéines dans les urines et d'une hypertension artérielle, qui typiquement arrive plutôt vers la fin de la grossesse. On traite le symptôme, on donne des antihypertenseurs. Restriction de croissance, on n'a pas peu d'explications. On sait que les placentas prennent souvent des infarctus, donc on donne des anticoagulants. Et pour la mort fœtale in utero, comme on n'a rien à offrir, on fait de la surveillance fœtale qui, jusqu'à maintenant, ça a toujours été démontré inefficace dans les essais randomisés. Quand on regarde l'impact de tous ces traitements-là qu'on fait de façon pratiquement quotidienne dans des cliniques ici, comme au centre Mère-Enfant, dans les grands centres à travers le monde, on sait qu'on a à peu près peu ou pas d'impact sur la santé des enfants, mais comme on n'a rien d'autre à offrir, bien, on se croise les doigts et on se fie là-dessus. En fait, on pense qu'une des conséquences de ça, c'est l'approche des soins obstétricaux qu'on a développée au cours des années.
En fait, typiquement, une femme enceinte, on va l'avoir très, très peu au début de la grossesse. Et plus la grossesse avance, plus on va la voir fréquemment. À la fin, on la voit toutes les semaines. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces problèmes-là, ces syndromes-là apparaissent typiquement vers la fin de la grossesse. Alors, on veut apercevoir les premiers symptômes pour procéder à l'accouchement ou procéder à une des interventions qui, pourtant, nous savons, sont inefficaces. Ce qui est de plus en plus proposé, et ça, c'est l'idée de Personal Ideas à Londres, c'est probablement qu'on devrait inverser la pyramide des soins et voir la patiente très tôt en grossesse pour répondre à ces questions, pour proposer toutes les interventions potentielles, les tests de dépistage comme celui de la trisomie 21 adéquatement et faire une évaluation complète et exhaustive de la patiente pour savoir celle qui a vraiment besoin d'aller vers un spécialiste ou celle qu'on pourrait tout simplement laisser aller tranquille, vivre sa grossesse dans le bonheur le plus complet. Probablement que cette visite-là coûterait très cher. Mais en termes d'économie, rapidement, en éduquant les visites, on pourrait arriver à des économies substantielles. Regardons, premièrement, avant d'arriver à la préclampsie, le cas des naissances prématurées. On sait depuis une trentaine d'années que la majorité de nos grands prématurés nés par les naissances prématurées spontanées, donc pas la préclampsie, pas des retards de croissance, on sait que dans la plupart des cas, en fait 80% de nos bébés nés avant 30 semaines, nos extrêmes prématurés, présentent une infection de la cavité amniotique, des membranes amniotiques au moment de la naissance. Alors, ça, c'est des patients qui avaient des césariennes avec des membranes intactes au moment de la césarienne. Donc, aucune porte d'entrée pour l'infection. On trouve 80% d'infection chez ces patients-là et le taux diminue plus la grossesse avance. Donc, plus la prématurité est sévère, plus les chances que la cause, ou du moins il y a une association avec une bactérie ou une infection dans la cavité utérine est élevée. L'hypothèse la plus acceptée actuellement, c'est que probablement qu'il y a des mamans qui ont une perméabilité au niveau du col utérin ou une absence de bouchon muqueux. En fait, il y a différentes hypothèses qui ont été proposées, mais qui permettent aux bactéries qui sont communes au niveau du vagin de monter le col, atteindre les membranes amniotiques, éventuellement atteindre la cavité amniotique, éventuellement le fœtus. Le fœtus développe une réaction inflammatoire qu'on appelle le Fetal Inflammatory Response Syndrome, qui, lui, et ça c'était l'objet de ma thèse de fellowship, libère une quantité énorme de facteurs inflammatoires ou de cytokines qui provoquent des contractions et peuvent même provoquer la rupture des membranes. Certains bébés, malgré cette réponse-là, vont persister dans la cavité amniotique un certain nombre de temps et on sait que plus la présence dans ce milieu précaire-là, dans ce milieu inflammé-là est long, plus les chances qu'il y ait une atteinte cérébrale sont importantes. D'ailleurs, la principale cause connue actuellement de paralysie cérébrale est l'infection amniotique ou la chorioamnionnite. À quel moment cette infection, cette inflammation-là apparaît-elle? Là, je dois souligner Amélie Tétu et Geneviève Laforêt. Quand je suis arrivé à Québec, j'ai proposé à 3000 mamans qui avaient une amniosynthèse, j'ai proposé aux médecins, aux participantes, aux intervenants de la santé de me donner un échantillon de liquide amniotique pour l'étudier, alors qu'elle avait une amniosynthèse pour des tests positifs pour la trisomie 21. Et on l'a étudié. Amélie et Geneviève sont mes deux bras droits au laboratoire qui, pendant 5 ans, ont travaillé à étudier ce liquide amniotique-là. Et cette année, ils ont fait une découverte assez importante. En fait, comme je l'expliquais, on a essayé de rechercher la présence d'infection ou d'inflammation chez la patiente à 16 semaines alors qu'elle était complètement asymptomatique. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a testé plusieurs molécules, mais ça en est une d'importance. L'interleukine 6, qui était probablement la plus connue comme facteur inflammatoire associé à la naissance prématurée. Nos patients qui ont accouché à terme, nos extrêmes prématurés, nos grands prématurés, nos prématurés légers et nos personnes qui sont nées prématurément pour d'autres indications. Ce qu'on a observé, c'est que la grande majorité de nos patientes de naissance à un extrême prématuré présentaient un niveau très élevé
d'inflammation, et ça c'est des logs, là. Le niveau d'inflammation dans le liquide amniotique à 16 semaines. En moyenne, 11 semaines avant la naissance de leur grand prématuré, elles présentaient déjà un niveau très élevé d'inflammation. Et plus l'inflammation, évidemment, plus la prématurité était sévère, plus l'inflammation l'était également. Alors que plus de 95 de nos patients qui ont accouché à terme ne présentaient pas d'inflammation intra-amniotique. C'est cela qui est en processus de publication. On montre que si on avait accès à du liquide amniotique chez toutes les femmes, on serait capable d'identifier avec un facteur de 26 la femme à risque ou non de grande prématurité. Alors, on ne peut pas être très, très surpris aujourd'hui de comprendre que lorsque la patiente arrive au moment de son accouchement, elle a un processus inflammatoire ou infectieux qui dure depuis 12 semaines dans sa cavité utérine, que nos antibiotiques qu'on donne par la bouche ou qu'on essaie d'arrêter les symptômes vont avoir un effet très, très important. Alors, première conclusion, c'est qu'une infection ou inflammation intra-amniotique présente au début du deuxième trimestre expliquerait la majorité de nos grands prématurés. Qu'en est-il de la prééclampsie et de la restriction de croissance? On sait que l'origine de ces deux syndromes-là provient très souvent du placenta. En fait, surtout dans les cas sévères. Les prééclampsies menant à un accouchement prématuré, les prééclampsies menant à sévères ou les restrictions de croissance sévères sont typiquement associées à une pathologie placentaire. En fait, il y a plus de 40 ans, un pathologiste avait étudié les vaisseaux sous le placenta à l'aide de biopsie placentaire. Et il avait bien démontré que dans la très grande majorité des cas, les patients qui allaient avoir un accouchement normal à terme présentaient une transformation des artères sous le placenta. En fait, il y avait une transformation physiologique qui permettait aux artères de perdre toute leur musculeuse et favorisant ainsi la vascularisation du placenta. Alors que lorsqu'on regardait les vaisseaux sous le placenta des patients prééclamptiques, on observait que les artères spiralées avaient toute leur musculeuse, donc en n'ayant aucune compliance, et ne favorisant donc pas la vascularisation du placenta et du fœtus. Ces résultats ont été validés plusieurs fois. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la découverte de qu'est-ce qui mène à cette transformation-là. Il s'agit d'une invasion du cytotrophoblaste, en fait, ce qui va devenir finalement l'embryon et le placenta. Les cellules du cytotrophoblaste envahissent le muscle utérin de la maman, atteignent ses artères spiralées et transforment la musculeuse pour qu'elle devienne transformée, ce qu'on appelle typiquement la transformation physiologique des artères utérines, spiralées de l'utérus. Ce qu'on doit savoir, c'est que cette transformation normale, cette transformation physiologique-là, survient majoritairement avant la 16e semaine de grossesse. Nous avons donc émis l'hypothèse que si on veut prévenir les complications liées à l'absence de transformation-là, on devait instaurer des thérapies ou des interventions avant la 16e semaine, au moment où le processus physiologique se fait habituellement. Et de là est venu mon intérêt pour étudier l'aspirine pour la prévention de la prééclampsie et du retard de croissance. Il y a très longtemps, il y a presque 40 ans, des néphrologues et des rhumatologues avaient observé que leurs patientes qui avaient de l'arthrite rhumatoïde ou d'autres collagénoses, qui prenaient de l'aspirine, parce que c'était un des traitements à ce moment-là, avaient beaucoup moins de chances de faire une prééclampsie. En fait, avaient un taux comparable de prééclampsie à la population normale, alors que celles qui ne prenaient pas d'aspirine avaient beaucoup plus de chances de faire une prééclampsie. Au même moment, il y a un groupe d'Italiens qui étudiait l'aspirine et qui est arrivé à une explication un peu complexe pour expliquer comment l'aspirine pourrait avoir un effet bénéfique sur l'implantation du placenta. C'est encore un peu mystérieux comment ça fonctionne, mais quand même, basé sur ces données-là, il y a un groupe de Français qui ont pris des femmes à très haut risque, des femmes qui avaient eu une prééclampsie sévère, des femmes qui avaient perdu leur bébé ou des femmes qui avaient un retard de croissance sévère avec une pathologie placentaire démontrée, et ils les ont randomisées. Ils ont pris 96 femmes, la moitié d'entre vous va prendre de l'aspirine à 150 mg, parce que le groupe d'Italiens qui avait étudié ça avait dit probablement que la dose optimale, c'est autour de 150. 150 mg, et l'autre moitié, on va avoir un placebo. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont observé? C'est que les femmes qui prenaient de l'aspirine
aucune d'entre elles n'a fait une récidive de leur complication, alors qu'il y avait significativement plus de prééclampsie, de retard de croissance et de mort in utero chez les patientes qui recevaient le placebo. Alors, gros branle-bas de combat dans le monde de l'obstétrique, on se met à étudier l'aspirine. Après cette étude-là, il y a eu plus de 60 essais randomisés, incluant plus de 60 000 patientes qui ont été randomisées à recevoir de l'aspirine du placebo pour étudier, pour être sûr que ça marche ou ça ne marche pas, pour savoir quelle population, pour toutes les raisons du monde. Le problème, quand on regarde la majorité de ces études-là, pour avoir participé à des projets de recherche aux États-Unis où souvent le recrutement de patients est très, très rémunérateur, on a l'avantage de recruter des patients le plus possible. Alors, on s'est trouvé à recruter des patients à faible risque. Recruter typiquement à 20 semaines de grossesse parce que dans la plupart aux États-Unis, dans beaucoup de centres à travers le monde, la première visite à l'hôpital se fait à 20 semaines lors de l'échographie. Et on a donné des doses d'aspirine, pas de 150 mg comme il avait été proposé, mais de 50 à 60 parce qu'on voulait jouer safe. Ça, c'était moins dangereux. Et pour l'histoire, je me suis retrouvé une journée, un vendredi en clinique, une patiente qui m'a demandé si oui, une patiente qui était probablement plus allumée que moi, qui m'a dit je dois en prendre ou je ne dois pas en prendre d'aspirine. Et je n'avais pas vraiment la réponse. Et une soirée, j'ai décidé de faire mes propres recherches, ma propre méta-analyse qui était très, très rudimentaire, qui a été largement améliorée par mon étudiante Stéphanie Roberge ici ce soir pour bien étudier la question. Mais qu'est-ce qu'on a découvert? Parce qu'après toutes ces études-là, les résultats globaux étaient que l'aspirine, ça fonctionnait à peu près pas, tellement que moi, comme résident, il y a une quinzaine d'années, je ne donnais pas d'aspirine aux patients. Mais certains professeurs y croyaient, avec, on en donnait à l'occasion. Quand on a fait notre méta-analyse, on a découvert peu d'impact de l'aspirine sur le taux de prééclampsie. Alors, on met toutes les études, on regarde si l'aspirine fonctionne, mais il va y avoir moins de patientes, le risque de développer une prééclampsie va être à gauche. Si l'aspirine ne fonctionne pas, le placebo serait meilleur, ce serait à droite. Fait que globalement, il y avait un léger impact de l'aspirine. Quand on s'est concentré sur les patientes ayant reçu l'aspirine avant 16 semaines, au moment où on pensait que ça le plus logiquement aurait fait un effet, on a découvert que ça fonctionnait très bien. En fait, plus de la moitié des prééclampsies, en fait, plus du 2/3 des prééclampsies graves ou sévères pouvaient être prévenues. Et si l'aspirine était donnée après 16 semaines, ça ne fonctionnait plus. On a ensuite regardé les rares études qui avaient étudié la fonction de l'aspirine sur la placentation. Et là, ça, je m'excuse, c'est le Doppler des artères utérines qui était comme une façon d'évaluer la fonction du placenta. On a remarqué que l'aspirine améliore clairement la fonction placentaire, le placenta, si elle est débutée tôt en grossesse. On a observé que l'aspirine débutée avant 16 semaines diminue la prééclampsie, le retard de croissance et les morts in utero. Quelle dose d'aspirine maintenant doit-on utiliser? Là, je dois l'étoile, cette fois-ci, à Stéphanie Roberge et Sylvie Tapp, mes deux étudiantes au doctorat et à la maîtrise qui ont étudié ce projet avec moi. Tout d'abord, en regardant la littérature, on sait que la résistance à l'aspirine est assez commune. En fait, chez les patients maintenant qui sont à risque de maladie cardiovasculaire, on leur donne plus 80 mg, on leur donne plus typiquement 325 mg pour éviter ce risque de résistance-là. Chez les femmes enceintes, on hésite à donner des doses si élevées, mais on sait que, c'était bien étudié autant par un groupe de Montréal qu'un groupe en Europe, qu'à peu près un tiers des femmes ne modifieront pas du tout leur agrégation plaquettaire avec une dose de 80 mg, donc elles sont identifiées comme résistantes. Et ces femmes résistantes-là sont plus à risque de développer une prééclampsie. En fait, ne semblent pas avoir de bénéfice à l'aspirine dans ces cas-là. Stéphanie Roberge a repris toutes les études et a évalué le bénéfice de l'aspirine selon la dose étudiée. Alors, un risque de 1, c'est-à-dire que le risque t'augmente pas ou tu ne diminues pas ton risque quand tu es à 1, et plus le chiffre diminue, mais plus ton risque est faible. Alors, tu as 0,4 fois le risque de la patiente qui a reçu le placebo de développer une prééclampsie. Alors, qu'est-ce que Stéphanie a démontré? C'est que plus la dose augmente, plus le risque de prééclampsie diminue.
et sont très clairs dans les deux groupes d'études où il y avait le plus de patients. À 60 mg, il n'y avait finalement aucun impact, même s'il débutait avant 16 semaines, alors qu'à 100 mg, l'impact était franchement significatif. Même chose pour le retard de croissance, même chose pour la prééclampsie sévère. Alors, la dose optimale qu'on devrait probablement proposer, on finit notre première méta-analyse, on n'a pas le temps de finir celle-là, que les Américains ont déjà recommandé 60 à 80 mg à leurs patients. On pense que nos données nous suggèrent fortement qu'on devrait recommander des doses probablement de 100 mg ou plus aux femmes à risque élevé de prééclampsie. Alors, ce qu'on doit retenir, l'aspirine peut prévenir la prééclampsie, selon des études, des essais randomisés contrôlés, le plus haut niveau d'évidence dans la littérature, lorsqu'il y a des taux en grossesse, prise le soir et à une dose idéalement en haut de 100 mg. La prochaine étape. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont proposé, est-ce que toutes les femmes enceintes devraient recevoir de l'aspirine à ce moment-là? Évidemment, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas de dépistage, on va traiter 100 de nos femmes enceintes, sachant qu'il y a probablement entre 3 et 4 des femmes qui ont un réel bénéfice à recevoir de l'aspirine. Et ça, c'est un maximum. On va nécessairement avoir une mauvaise observance, ne sachant pas pourquoi ou étant certaine que la patiente a besoin de traitement, on va avoir une mauvaise observance au traitement et l'impact recherché va être perdu. On va avoir une absence de suivi adéquat parce qu'on ne saurait pas finalement quelle personne est à risque ou pas. Et finalement, parmi les 96 des patients qui prennent l'aspirine pour rien, on va se retrouver à avoir plein de petits effets secondaires, pas très graves, segment gingival, des problèmes gastriques, qui, au global, va probablement être beaucoup plus important, que possiblement aussi important que le problème qu'on essayait de régler. Mais est-ce qu'on est capable d'identifier les femmes à risque? Est-ce que c'est possible? Je crois que oui. En fait, docteur, avant d'arriver, moi, à Québec, mon gros intérêt était autour de la grande prématurité, ce que je vous ai présenté initialement. Et je suis arrivé ici dans un milieu qui avait un grand intérêt pour l'étude de la prédiction de la prééclampsie. Des études de cohorte étaient déjà en cours. Alors, ça, c'est une cohorte parmi tant d'autres. Il a bien été démontré qu'il est possible d'identifier les femmes à risque de prééclampsie très grave avant l'apparition des symptômes. Et parmi ceux-ci, les travaux de Québec. En fait, parmi les plus récents, on a des molécules comme le PLGF, le SFLT, qui sont très diminuées, typiquement chez les patients qui vont faire des prééclampsies très tôt en grossesse, des prééclampsies prématurées, ou augmentées dans le cas du SFLT, dans la même situation. Alors, si une est diminuée et l'autre est augmentée, on fait un ratio entre les deux. On augmente les chances de valeur prédictive entre des marqueurs. En combinant ces marqueurs-là, on a observé que la majorité des prééclampsies précoces, donc celles qui allaient être les plus graves, mais qui sont une très petite proportion de la population, pouvaient être prédites. Mais ça, c'est au deuxième, troisième trimestre, c'est après 16 semaines. On ne peut plus partir l'aspirine à ce moment-là. L'utilité clinique n'est pas encore claire, mais je pense que ça va arriver éventuellement parce qu'on va peut-être modifier notre façon d'approcher les patients si on fait la pyramide inversée. Fort de ces informations-là, on s'est lancé, et c'était déjà lancé un peu auparavant, on s'est lancé dans l'étude au premier trimestre. Alors, au Québec, je pense qu'on compte parmi les leaders au niveau mondial sur l'étude des biomarqueurs pour la prééclampsie tôt en grossesse. Ce qu'on a découvert, c'est que, oui, des marqueurs biochimiques sont associés à la prédiction de la prééclampsie. Le problème, c'est que, pris seul, ça ne fonctionne pas très bien. Et pourquoi? C'est un peu comme le docteur Forêt a rapporté pour la trisomie 21, où il n'y a pas un seul marqueur qui était efficace. La plupart des marqueurs ressemblent à ça. C'est-à-dire que les patients qui vont avoir une grossesse normale et les patients qui vont avoir une prééclampsie précoce vont s'entrecouper. Mais si on combine plusieurs marqueurs comme celui-là, éventuellement, on peut arriver à des résultats qui sont plus intéressants. Malheureusement, dans la plupart des études, on n'est pas arrivé, même si on est capable de prédire la prééclampsie, comme celle-ci est assez rare, on se retrouve à traiter donner de l'aspirine à beaucoup de patients pour le bénéfice qu'on irait chercher. Les marqueurs disponibles actuellement sont associés à la prééclampsie précoce, mais leur utilité clinique est limitée.
Une des limites, par contre, qu'on a, c'est qu'on a pu étudier le Doppler des artères utérines qui avait été proposé comme un facteur déterminant. En fait, l'artère utérine, c'est l'artère qui va nourrir l'utérus. Si on fait de l'échographie Doppler, on regarde le flot qui rentre dans l'utérus. Une patiente qui a une grossesse normale, le flot sanguin va toujours bien rentrer dans l'utérus, alors qu'il va y avoir ce qu'on appelle une résistance dans les cas de prééclampsie. On peut quantifier cette résistance-là et donner un risque pour le risque de prééclampsie, et ça dès le premier trimestre. C'est intéressant. Au premier trimestre, ça semble être bon, encore une fois, pour les prééclampsies précoces, un peu moins pour les prééclampsies plus tardives. Mais il y a une fenêtre qui s'ouvre. Est-ce qu'il y a d'autres marqueurs? Oui. Nous et d'autres groupes ont démontré que l'indice de masse corporelle, la tension artérielle prise avec un appareil automatisé peut favoriser, peut permettre de mieux préciser le risque de prééclampsie. La Fetal Medicine Foundation, c'est un groupe à Londres qui a intégré tous ces marqueurs-là et un peu comme on l'a fait avec la trisomie 21, on combine tous les marqueurs pour arriver à une optimisation, une modélisation de ces tests au premier trimestre. Et selon ce qu'il rapporte, basé sur plus de 50 000 femmes, ce qui serait possible, si on combinait les marqueurs, la pression artérielle, l'indice de masse corporelle, le Doppler des artères utérines, on serait capable d'arriver à peu près à 96 de détection de la prééclampsie précoce. Alors ça devient très, très intéressant et très, très utile cliniquement. C'est donc possible de prédire la prééclampsie précoce plusieurs semaines avant les symptômes, voire même au début de la grossesse, comme je vous l'avais proposé pour la naissance prématurée avec l'infection. Nous, ce qu'on rajoute, la valeur ajoutée de l'équipe Rocheuse, c'est l'échographie 3D du placenta. Le Doppler des artères utérines que nous propose le professeur Nicolaides à Londres est une technique échographique un peu complexe, similaire un peu à la mesure de la clarté nucléaire qui n'était pas disponible à la grandeur du Québec. Et c'est une des raisons pour laquelle ça n'a pas été offert de façon systématique à la grandeur du Québec. Avec l'échographie 3D, n'importe quel appareil échographique assez récent peut faire cette étude-là. Ça prend à peu près, l'acquisition du volume prend à peu près 10 à 15 secondes et l'analyse peut se faire contrairement à la clarté nucléaire où on doit être bon sur place, cette analyse-là peut se faire dans un centre tertiaire. Alors, ce qu'on veut proposer maintenant, c'est d'étudier, à la place de faire de l'enseignement de Doppler partout, d'avoir un technicien, dès qu'il y a une machine d'échographie, un technicien, il fait l'étude du placenta à distance, nous envoie, et il y a des systèmes par le web qui fonctionnent déjà très, très bien, nous envoie le volume en question, et nous, on a des techniciens ici spécialisés dans le domaine qui font l'étude du placenta. Et là, on travaille sur l'automatisation de cette étude-là avec des compagnies pour être capable de rendre ce test-là plus efficace. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? En fait, des étoiles, Mario Girard, Stéphanie Marquet, Suzanne Demers, qui ont passé des soirées, des week-ends, des nuits à faire des petits dessins du placenta parce que ce n'était pas automatisé au début, pour étudier notre hypothèse de recherche. Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que les vaisseaux qui ne sont pas dilatés du début, que je vous ai montré dans le cas de la prééclampsie, ça se reproduit très, très facilement avec l'échographie 3D. La patiente qui va développer une prééclampsie préterme a une vascularisation très diminuée par rapport aux patientes qui vont accoucher à terme. Et même les prééclampsies à terme sont bonnes. Alors, on a un test franchement supérieur au Doppler des artères utérines qui peut se faire en quelques secondes à travers la planète. Alors, la combinaison des marqueurs est prometteuse, puis l'échographie 3D pourrait être très utile, et ça pourrait provenir de Québec. Alors, présentement, qu'est-ce qu'on fait? On fait une étude de validation du programme de la Fetal Medicine Foundation sur 7600 femmes enceintes pour voir si on peut vraiment prédire la prééclampsie au premier trimestre, et parallèlement, on étudie l'écho 3D du placenta. On devrait avoir des résultats en 2019. Le groupe à Londres a déjà pris une avance. Ils ont déjà introduit un essai randomisé où ils testent leur modèle de prédiction à l'aspirine pour voir si on va vraiment être capable, en combinant le dépistage et le traitement,
va être bon pour diminuer la prééclampsie. Par contre, il y a un groupe, il y a des résultats semblent intéressants. Il y a un groupe à Sydney qui, dans leur population, on n'a même pas attendu les études, ils ont introduit le dépistage et l'aspirine. Et selon ce qu'on peut observer jusqu'à maintenant, c'est quand même des données limitées, il semble avoir une diminution significative de la prééclampsie préterme dans leur milieu. Alors, je pense vraiment qu'on doit changer notre façon d'approcher la grossesse. Plutôt que de faire plusieurs visites en fin de grossesse, on doit se concentrer sur la pyramide inversée pour optimiser la prévention des grands syndromes obstétricaux plutôt que d'attendre qu'elles nous sautent dans la face. Voilà, merci énormément à toute l'équipe. Toutes ces études-là sont impossibles à faire sans la contribution des infirmières, des médecins, des collègues, des résidents, des étudiants, des assistants, des technologues et de plus des 22 000 participantes enceintes qui ont participé à nos projets depuis les 10 dernières années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en aurais une. Dans les marqueurs d'inflammation que vous avez utilisés, vous avez choisi l'IL-6 et non pas le TNF ou l'IL-1. Est-ce qu'il y a une raison scientifique pour que ce soit essentiellement l'IL-6 qui monte comme ça et non pas les autres marqueurs inflammatoires? En fait, question de budget, on n'a pas été capable de voir de financement pour ça. Et on a pris, selon les méta-analyses, les deux plus prometteurs étaient la MMP8 et l'IL-6. Et on a fait l'IL-6. Par contre, on a utilisé avec un groupe de McGill, puis Amélie a travaillé avec des gens de McGill qui ont un multiplex. Et là, ils ont screené pour une trentaine de marqueurs. Et il semble qu'il y a des marqueurs encore plus intéressants que l'interleukine 6, comme le MIF, entre autres, macrophage. Inhibitory factors, oui. Ça fait que, alors, je pense que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est juste un début parce que le problème, à cause de ce qui s'en vient, d'étudier le liquide amniotique va être de plus en plus difficile. Fait que là, on rush auprès des IRSC pour obtenir du financement pour poursuivre ce genre de recherche-là, parce que je pense on vient de toucher de quoi de très intéressant pour ce qui est de la prévention de la grande prématurité. Il n'y a pas la possibilité d'avoir un marqueur inflammatoire dans le sang de la mère, par exemple, parce que là, définitivement, s'il y a un transport à ce moment-là, il va y avoir de l'inflammation aussi dans le sang. En fait, c'est ce qu'on voudrait faire, évidemment. Mais pour mieux étudier, c'est de savoir... En ayant la patiente, en sachant exactement la patiente qui a une inflammation dans le liquide amniotique à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile de catégoriser. Alors que si je prends tous les grands prématurés, sachant que tout dépendant, la moitié est infectée ou pas. Et l'autre chose, probablement que comme pour la prééclampsie, comme pour la trisomie, il va falloir probablement combiner. On est en train de développer des marqueurs échographiques qu'on pourrait combiner aux marqueurs sanguin pour optimiser. Parce que un marqueur inflammatoire seul ça ne semble pas être... Plusieurs gens ont essayé ça, puis c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que l'inflammation est peu transférée, parce que l'utérus, c'est quand même une cavité isolée. Hein. Et l'autre chose, c'est que... c'est probablement ça. Ce qui est intéressant, que je n'ai pas mentionné ici, à Québec, on s'est aperçu, c'est que probablement que le quart des infections n'est pas d'origine, provient pas d'une origine vaginale ou gynécologique, mais plutôt d'une origine parodontale, ce qui expliquerait l'association entre la maladie parodontale et l'infection intra-amniotique. Alors, chez les patients de Québec, on a retrouvé des patients qui avaient des grands prématurés, qui avaient la même bactérie qui avait infecté leur fœtus, c'était présent, le même génome était présent dans la bouche, alors que typiquement, ça ne se trouvait pas dans la bouche des autres femmes. Fait que, donc, je pense qu'on vient de trouver une piste intéressante, puis qui pourrait peut-être mener éventuellement à des méthodes de prévention de la grande prématurité. Merci beaucoup. Une question en arrière. L'aspirine est intéressante. On sait que dans la prééclampsie, il y a un changement de phénotype de l'épithélial vers l'endothélial lorsque les trophoblastes migrent vers les vaisseaux sanguins. Est-ce qu'on sait comment fonctionne l'aspirine, puis de sorte que tu pourrais prendre tes phénotypes et les comparer? En fait, j'ai pas de background. J'ai lu beaucoup, j'ai pas de background, mais même quand je parle à des gens qui semblent être beaucoup plus connaissants que moi dans le domaine, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises, mais il y a peu de résultats. Clairement, c'est que la patiente qui est en présence d'aspirine, quand on fait nos 3D du placenta, là, les patients qui prennent l'aspirine, le placenta, là, il se met à allumer tout d'un coup, les vaisseaux, là,
On le voit, à l'œil, là, à l'échographie, là, c'est évident. C'est la personne une personne à risque qui prend l'aspirine ou qui n'en prend pas. C'est pas tout le temps, là, mais très souvent, c'est frappant. L'aspirine, c'est l'inhibiteur de la translocation de NF-κB, finalement. Fait qu'il faudrait que ça joue là-dessus. Là. Probablement, mais comme vous dites, vous êtes probablement tous plus connaissants que moi sur le sujet. Moi, je suis le gynécologue qui regarde les Parce que l'aspirine, ça fait 200 ans qu'on l'utilise, mais on n'avait jamais trouvé le mécanisme. On l'a trouvé juste récemment avec les voies NF-κB. Là, fait que c'est probablement que ça joue là-dessus. Là. D'accord. Puis ça joue sur l'inflammation, parce que NF-κB, c'est un facteur de transcription majeur pour la réponse inflammatoire, finalement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup.